Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde. Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huegban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie. Christ est la solution. Décharge-toi sur lui. Le club Jésus pour réussir est situé à Saint-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe? Alors, négocier en tant qu'acheteur, négocier en tant que vendeur. Évidemment, négocier en tant que vendeur, on en a parlé hier un peu. Vendre, c'est convaincre les gens, c'est négocier avec eux pour les amener à réaliser que ce que nous leur proposons est dans leur intérêt. C'est les convaincre qu'ils peuvent acheter le produit, donc profiter de ce que représente le produit, en ayant en contrepartie comme seule conséquence ou seule concession l'argent ou certaines choses qu'ils vont concéder. Cela veut dire qu'au départ, quelqu'un peut être intéressé par votre produit, mais que ce qu'il va concéder ne lui semble pas forcément l'idéal. Eh bien, il faudra trouver une négociation pour arriver à un équilibre entre ce que vous lui donnerez et ce que lui, il va concéder en échange. On ne négocie pas en matière de vente seulement le prix, contrairement à ce qu'on pense. Le prix n'est qu'une variable. C'est-à-dire, quand on veut négocier, il faut prendre globalement les deux alternatives. Je ne peux pas prendre une offre et négocier de l'autre côté que le prix. Parce que la décision de quelqu'un est en fonction du prix, est en fonction des délais, est en fonction de la qualité, est en fonction de l'emballage, est en fonction de beaucoup de choses. Des relations que vous avez avec lui, on ne négocie pas avec un ami comme on négocie avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne négocie pas par exemple avec quelqu'un qui est dans le même club que soi qu'avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, celui qui veut négocier doit prendre les choses globalement. Et c'est dans la globalité qu'on cherche de quoi trouver une situation d'équilibre. Et donc, le vendeur, quand par exemple quelqu'un vous dit que votre produit est cher, c'est qu'il estime que pour ce que lui voit comme avantage à votre produit, ce que vous lui demandez est trop. Cela veut en général dire qu'il connaît mal votre produit et qu'il oublie certains aspects de votre produit. Et qu'il se demande, mais pourquoi il va être plus cher que d'autres personnes qui m'offrent le même produit? Soit il n'y a pas de raison, et dans ce cas, oui, il n'y a pas de raison que vous baissez votre prix, soit il y a une raison. Et dans ce cas, vous devez être capable de leur montrer où est la raison. Plus vous expliquez à quelqu'un, plus vous montrez à quelqu'un en quoi vous êtes plus cher et qu'est-ce qu'il a de plus que là où on paye un autre prix, plus il peut trouver ça intéressant. Moi, quand par exemple quelqu'un vient me voir pour dire un démarcheur m'a proposé une parcelle à 3 millions, dans une zone où tu l'as à 4 millions, je dis, il s'appelle comment le démarcheur? Il ne connaît pas son nom. Et donc, même s'il prend ton argent, demain, tu ne peux même pas le retrouver pour lui demander où il est passé. Ça veut dire que tes 3 millions, tu as joué à la loterie avec. Mais où moi, je peux passer à côté, maintenant, tu ne vas pas me retrouver. Tu es venu dans une entreprise qui ne peut pas disparaître. Tu es en face de quelqu'un qui est assuré. Si tu achètes une parcelle qui a un problème, jusqu'à 100 millions, mon assureur va te rembourser. C'est-à-dire que le simple fait que, si c'est 4 millions que tu déposes chez moi, c'est 4 millions garantis, avec 3 millions donnés à quelqu'un dont tu ne connais pas le nom, il ne peut pas y avoir un problème, tu vas l'appeler, il va t'aider à régler un seul problème de papier. C'est à toi de voir qu'est-ce qui est important pour toi. Mais en règle générale, les gens savent que ce qu'on est obligé de faire, pour que quand ils dépensent 4 millions, c'est 4 millions garantis, vaut bien faire différence avec 3 millions joués à la loterie. Ou dans 90% des cas, c'est comme s'ils n'ont même pas dépensé. Mais si tu oublies de dire ça au client, il veut les avantages et il vient chez toi parce que c'est garanti. Mais au moment où il parle du prix, il ne voit que le terrain. Pour lui, terrain, c'est terrain. Mais les terrains, quand quelqu'un est voleur d'un terrain, quand quelqu'un fait qu'il te veut un terrain qui appartient à la collectivité, quand je joue la collectivité, va te fatiguer. Quel que soit le montant que tu lui donnes, il est d'accord. Puisqu'il n'a rien fait pour avoir le terrain.
Il te vend un terrain, il peut vendre ça à quelqu'un demain matin. Tu ne peux pas le trouver, tu ne connais même pas son nom. Tu ne peux même pas porter plainte contre le commissariat. Parce que tu ne connais pas son nom. Le gars, il est tellement pauvre qu'avec tes 3 millions, il peut simplement déménager du Bénin. Oui, il y a des gens qui sont à se dire, mais au moins, même si demain on va me poursuivre, 3 millions, ça suffit, je peux partir au Ghana, je peux partir au Nigeria. Quand tu fais affaire avec quelqu'un comme ça, même à 1 million, c'est bon pour lui parce qu'il ne te vend pas un terrain, il t'escroque. Il ne peut pas faire un prix comme quelqu'un qui est obligé de s'assurer que c'est bon, qui doit s'organiser pour qu'en cas de problème, il va débourser et te rembourser. Quand vous rappelez aux gens ce qu'il y a dans le package global, ils changent complètement leur perception du prix. C'est ça la négociation. C'est là aussi d'aider l'autre à voir vraiment les éléments de comparaison. Ce n'est pas le fait de dire oui, non, bon, tu as dit 3 millions, je dis 3 millions 2, toi tu dis 4 millions, et puis on dit comment marcher dans ton quoi. Non, ça c'est du marchandage, ce n'est pas de la négociation. Maintenant, quand vous êtes en position d'acheteur, c'est pareil. Je dis toujours aux vendeurs que l'une des meilleures manières de grandir dans la vente, c'est de suivre son propre comportement quand on achète. L'une des meilleures manières de devenir grand vendeur, c'est de se rappeler comment on se comporte quand on achète. C'est incroyable comme les gens changent de comportement quand ils changent de rôle. Quand vous allez dans une boutique, vous voulez avoir la possibilité de vous balader, de tout regarder, de sortir sans rien acheter. Quand quelqu'un vient dans votre boutique, commence à tout regarder, il passe 10 minutes, il n'a pas acheté, vous commencez à vous énerver. S'il ne veut pas acheter, pourquoi il vient me perdre du temps? Aime ton prochain comme toi-même. Quand vous voulez acheter, vous voulez poser 1000 questions pour être sûr que vous n'êtes pas en train de vous tromper et que vous n'avez pas quitté la boutique pour que quelqu'un vous dise que, oh, ouais, goudi, non, mais non, 1000 fois, ouais, 3000, il y a une. Quand tout acheteur a peur de sortir de l'achat, te dit, de se faire dire, tu t'es fait avoir. Et parfois, on a envie, mais on dit, mais attention, est-ce que je ne me trompe pas? Quand vous devenez vendeur, vous ne comprenez plus pourquoi les gens hésitent. Vous oubliez comment vous-même vous fonctionnez quand vous achetez. Ça fait que vous n'êtes même plus capable de deviner comment ils sont en train de fonctionner quand ils sont en train d'acheter. Vous voulez faire le tour du marché, surtout les femmes, pour voir s'il n'y a pas une différence de 25 francs entre celle qui est à 3 km à Kogbanou et celle qui est à l'autre côté vers Maoulé. Vous prenez les émidiants 4 fois dans le marché pour gagner 100 francs, en oubliant que le prix du émidiant aussi c'est un prix, et en oubliant que le temps à chercher 100 francs de réduction a une valeur. Quand les clients commencent à faire ça, vous vous énervez, comme non, elle veut me perdre du temps, si elle ne veut pas acheter, pourquoi elle arrive? Oh, vous faites ça. Vous dites, ah, pourquoi elle m'a vendu à 100 francs alors que quelqu'un venait la vendre à 25 francs? Or, vous-même, quand vous vendez, si vous voyez quelqu'un qui a de l'argent, vous augmentez toujours un peu votre prix. Pourquoi vous ne voulez pas accepter que les autres, quand ils vendent ou quand ils achètent, se comportent comme vous-même dans le même rôle? C'est-à-dire que pour maîtriser un acheteur ou un vendeur, il faut se rappeler comment on se comporte quand on est à sa place. Et quand vous faites ça, la personne devient naturelle pour vous. Vous le devinez comme s'il était transparent. Parce qu'en fait, il est exactement comme vous. C'est ça, les mêmes sont prochains comme toi-même. Quand vous êtes en train de vouloir acheter, même si un prix est cher, vous aimez qu'on dise, oh, Trantim, si Roméo, Nemikan, Blou, c'est-à-dire que la personne vous flatte. Elle peut ne pas bouger sur le prix, mais qu'elle vous flatte. Mais pas qu'on vous dise, c'est comme ça, fais comme tu veux. Mais quand vous devenez vendeur et que vous n'êtes pas d'accord avec le prix des gens, vous la répondez méchamment. Et vous êtes surpris qu'elle parte. Il faut se rappeler qu'on peut être tantôt acheteur, tantôt vendeur. Quand on est vendeur, il faut utiliser l'expertise qu'on a soi-même dans son comportement d'acheteur. Et quand on est acheteur, il faut se rappeler comment fonctionne le vendeur. Quand vous êtes capable de vous mettre à la place de l'autre rôle, vous anticipez, vous devinez comment il est en train de réfléchir au moment où il est devant vous. Et quand vous savez comment il réfléchit, par exemple, quand un client s'énerve, qu'est-ce qu'il veut? Une seule chose. Le client ne s'énerve pas pour avoir une solution. Il s'énerve dans les gens, mais vous ne voyez pas que j'ai raison. Un client qui s'énerve veut une seule chose. Excusez-nous, monsieur, vous avez raison. Un client peut s'énerver n'importe comment. Quand vous lui dites, vous avez raison, il se calme d'abord. Il va encore crier un peu. Vous avez raison, monsieur. Comment on va faire maintenant? Vous avez raison. Vous avez raison à 100%. Nous sommes inexcusables. Vous dites ça 2-3 fois, il est obligé d'abord de se calmer. Il peut se calmer, vous avez dit, vous savez, en fait, effectivement, voilà comment les choses marchent. Vous parlez, c'est encore pour démontrer que c'est sa faute quand même. Mais ça vous dit quoi? Vous avez raison. Quand vous dites vous avez raison, il se calme d'abord. Parce que tout le bruit qu'il fait, c'est des gens, vous n'êtes pas encore d'accord avec moi que j'ai raison. Vous voulez me démontrer quoi? Oui, ce n'est pas le moment de dire oui, ce n'est pas la faute de l'entreprise, c'est vous. Dites oui, vous avez raison. Ça vous enlève quoi? De dire à quelqu'un qu'il a raison, même s'il a tort. Ça vous enlève quoi? Non, il a toujours raison. En tant que client, il a raison de s'énerver. Il a raison d'être impatient. Il a raison d'être irascible. C'est la vocation d'un client que d'être capricieux. Quand il a de l'argent, il pense qu'il peut faire n'importe quoi. Il a raison de croire qu'il peut faire n'importe quoi. Ce n'est pas bon qu'il fasse ça, mais son comportement est normal. C'est comme ça que les gens se comportent quand ils ont de l'argent. Hélas, et Jésus dit que si vous voulez avoir du pouvoir, il faut laver le pied aux gens. Ce n'est pas parce que les disciples étaient plus grands que Jésus. Ce n'est pas vrai qu'ils étaient plus grands que Jésus. Mais c'est vrai que Jésus a estimé qu'il fallait laver le pied pour être grand. Laver le pied à quelqu'un, c'est s'humilier. Pas parce qu'il est digne qu'on s'humilie, mais parce qu'il faut s'humilier. Le plus grand, c'est celui qui est capable de s'humilier devant les petits. Les petits sont idiots, quoi que c'est parce qu'ils sont importants. C'est parce que lui, il est grand, qui sait que ça ne coûte rien de leur laver les pieds si ça peut leur faire plaisir. Un gars vient, il fait le malin, il crie, c'est lui qu'on n'a jamais vu.
Il veut juste que vous réalisez qu'il est important, que vous le traitez comme quelqu'un d'important. Ça vous coûte quoi de le traiter comme quelqu'un d'important? Sinon, il va gâcher votre journée, il va gâcher votre morale, il va vous stresser. Quand un client commence à s'énerver, même s'il a tort, dites-lui 2 ou 3 fois qu'il a raison. Il se calmera toujours d'abord. Quitte à ce qu'après, quand il est calme maintenant, diplomatiquement, sans jamais dire qu'il a tort, dans la solution, vous allez voir qu'à un moment, ils ont honte. Parce que quand il est énervé, vous savez, la colère, c'est un esprit. C'est un esprit diabolique, la colère. Quand quelqu'un est énervé, il n'est maître de rien, il n'est pas logique. Vous ne pouvez rien lui expliquer qu'il comprenne. Mais dès que vous, par amour, vous dites qu'il a raison, qu'il se calme, l'esprit le quitte. Quand l'esprit l'a quitté, observez-le bien. Il commence à être gêné. Il a honte. Il se fait tout petit. Il ne vous dira pas qu'il a eu tort. Mais suivez bien son comportement. Il va faire amende honorable en devenant subitement très gentil. Et quand quelqu'un veut faire le malin et vous êtes plus grand que lui émotionnellement, que vous prenez la hauteur et qui sent que spirituellement, voilà quelqu'un qui est plus mature que moi, il devient très petit devant vous. Et il ne s'agit pas forcément de chercher à lui redire à tout prix qu'il a tort. Mais dès que vous lui avez déjà dit qu'il a raison, il devient beaucoup plus conciliant pour le reste. Ça ne sert à rien de démontrer à un client qu'il a tort, même s'il a tort. Ça vous rapporterez? Donc vous devez savoir ces choses-là. Quand quelqu'un crie, ce n'est que pour se faire dire qu'il a raison, dites-lui qu'il a raison, ça peut le consoler. Les gens aiment qu'on les flatte, flattez-les. Les gens aiment qu'on leur fasse des compliments, faites-leur des compliments. Mettez-vous un peu à la place des autres et faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Faites aux autres ce que quand vous êtes dans leur situation, vous aimez qu'on vous fasse. Pour deviner comment quelqu'un pense, rappelez-vous la dernière fois que vous étiez à sa place, rappelez-vous comment vous pensiez. C'est ça le secret de la maîtrise de l'autre. Pour avec votre femme et votre mari, il est par exemple jaloux à tort. Rappelez-vous les fois où vous avez été jaloux à tort. Rappelez-vous dans quelle logique vous étiez. Vous la comprendrez ou vous le comprendrez. Dès qu'on se met, c'est pour ça que le plus grand des commandements, c'est aime ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas un fait d'avoir pitié des autres, ce n'est pas un commandement de charité, c'est un commandement stratégique. Même quand tu veux faire la guerre, la meilleure manière de faire un plan militaire, c'est que par exemple, je veux attaquer, je ne sais pas, par exemple le Togo, je suis le Bénin. Je fais mon plan en étant un général béninois pour attaquer le Togo. Si je suis intelligent, quand j'ai fini de faire mon plan, je me dis, bon maintenant, admettons que j'étais le général togolais et qu'on m'attaque comme je m'apprête à l'attaquer là, qu'est-ce que je ferais? Vous sortez votre intelligence maximum pour développer un plan de contre-attaque. Quand vous avez développé le plan de contre-attaque, vous revenez maintenant à la peau du général béninois. En tenant compte du fait qu'il risque de réagir comme ça au mieux. Comment moi j'attaque pour que sa réaction soit impossible? Quand vous faites ça là, le plan que vous avez développé, il faudrait être très très fort pour vous battre. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils n'aiment pas les autres comme eux-mêmes. Ils présument que lui n'est intelligent, que le général togolais est forcément bête. Il fait un plan qu'il trouve intelligent et il présume que l'autre est forcément bête. Donc son plan demi-intelligent va forcément marcher. Parce qu'il pense que le général togolais est forcément plus bête que lui. Il attaque. Comme heureusement le général togolais aussi n'est pas né du moment si idiot que ça, il contre-attaque et son plan est fait. Et d'intégrer ça dans votre comportement. Si vous êtes capable de présumer que les autres ont les mêmes émotions, les mêmes sensibilités, les mêmes peurs, les mêmes envies, les mêmes pulsions que vous, d'intégrer ça dans votre stratégie, vous allez toujours être plus fort qu'eux. Vous avez des questions? Comment négocier un partenariat? Alors, la négociation d'un partenariat, d'abord, avant d'aller voir un partenaire, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on veut. Je ne pense pas qu'on puisse aller voir un partenaire en disant je veux négocier un partenariat, qu'est-ce qu'on peut faire? Non. Négocier un partenariat, c'est d'abord décider de quoi on a besoin. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. On ne peut pas aller chercher ce qu'on ne sait pas. Même quand les gens veulent que Jésus prie pour eux ou que Jésus fasse des miracles, ils disent mais qu'est-ce que tu veux? Dites, décidez clairement qu'est-ce que vous attendez de l'autre. Et derrière, c'est selon ce que vous attendez que vous décidez avec qui vous allez faire un partenariat. On ne prend pas quelqu'un pour dire mais comment on peut faire un partenariat? Non. J'ai tel projet. Dans ce projet, il me faut telle chose dont peut-être je n'ai pas les moyens ou dont je n'ai pas l'expertise. Pour que mon projet réussisse, il faut que j'ai quelqu'un qui maîtrise telle chose ou qui a tel moyen que je n'ai pas, qui vienne s'ajouter à moi pour qu'ensemble, nous soyons plus forts. C'est-à-dire que lui, il a une compétence que je n'ai pas l'argent pour le payer, mais j'ai des choses qui peuvent l'intéresser. Comment je fais en sorte qu'il soit intéressé, qu'il se sente gagnant de m'apporter ses moyens ou son expertise sans me demander de l'argent, quitte à ce que nous partageons ce qui va en sortir. J'ai besoin qu'il se joigne à moi. Comment je fais pour qu'il soit convaincu qu'il est dans son intérêt de se joindre à moi? En fait, c'est la seule question d'une négociation. C'est comment je leur montre qu'ils ont intérêt à me suivre. Négocier un partenariat, c'est convaincre le partenaire qu'il est dans son intérêt de travailler avec moi. Même s'il ne prend rien aujourd'hui, que c'est dans son intérêt de travailler avec moi. Quelqu'un ne vous suit pas dans un partenariat parce que vous avez demandé un partenariat ou parce qu'il vous aime bien ou parce qu'il a pitié de vous. Ce n'est pas de la mendicité un partenariat. Quelqu'un se met en partenariat avec vous parce qu'il pense qu'il va gagner gros avec vous.
et qui se dit qu'après tout ce qu'il risque, c'est un peu de son travail, un peu de son expertise, un peu de ses moyens, mais que quand il regarde ce que vous pouvez gagner, si ça marchait, ça vaut vraiment le coup d'avoir semé ça. Donc, il faut d'abord connaître votre projet clairement, savoir ce que vous voulez qu'il apporte et pouvoir lui dire en quoi il apportera ça, selon ce que vous promettez d'apporter, avec la preuve que vous pouvez l'apporter. C'est autre chose. Les gens demandent des partenaires, ils disent aux partenaires, je veux tel. Mais quand on les regarde, on n'a aucune preuve qu'ils sont capables d'apporter ce que même prétendent pouvoir apporter. Vous voyez des gens qui veulent dire, je fais tel événement, accompagne-nous. Mais vous voyez que même ils ne sont même pas capables d'organiser l'événement. Des jeunes chômeurs qui n'ont même pas de quoi se déplacer, vous amènent des projets où il faut 123 millions pour faire un événementiel. Il va trouver où 123 millions pour faire l'événementiel, jusqu'à ce que moi je sois sponsor dessus. Donc il faut d'abord qu'il me prouve que lui il est capable de faire la base et que moi je vienne compléter. On demande un partenaire en disant, voilà ce que j'ai. Apporte si, ça fera le repas complet, nous allons aller à l'attaque. Mais si toi-même tu n'as rien à mettre sur la table, l'autre va apporter quoi? Si c'est l'autre qui apporte tout, ce n'est pas à faire le partenariat, soit son employé. Donc il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'on a soi-même à mettre sur la table. Il faut que ce qu'on a mis sur la table soit quand même d'un niveau acceptable par rapport à ce qu'on demande aux autres. Dans un projet de 120 millions, tu ne peux pas dire aux gens que toi tu as 1 million d'apporter 119 millions. Tu n'es pas un partenaire, soit carrément leur employé, c'est mieux. Dans un partenariat, il faut quand même que même si ce que tu apportes n'est pas autant que ce que les autres apportent, quand même ta contribution soit sensiblement de valeur. Au moins 20%, au moins le tiers. C'est ça qui prouve que tu es sérieux. C'est ça qui prouve que tu es capable de faire ce que tu dis. Parce que même si ton projet plaît aux gens, s'ils ne voient pas que toi, tu peux jouer la partition que tu prétends jouer, ils ne vont pas apporter ce qu'ils peuvent apporter. Ensuite, il faut leur dire, qu'est-ce que tu attends d'eux? Quand ils vont apporter ça, ce que toi tu vas apporter, comment les deux vont donner ce que tu promets que ça va arriver? Il y a par exemple des gens qui viennent me voir souvent, ils proposent des projets. Ce n'est pas que le projet est mauvais, mais je sais par expérience que ça ne donnera pas les résultats qu'ils promettent. Quand ils viennent te dire, on va faire un symposium sur l'emploi pour trouver de l'emploi aux jeunes. Je dis, mais à qui vous allez faire quoi qu'une réunion bavarde crée de l'emploi? Expliquez-moi comment cette réunion, vous allez bavarder beaucoup, va créer de l'emploi à qui? Si vous pouvez m'expliquer comment cette réunion la crée de l'emploi, moi je vous soutiens. Cette réunion ne vous donnera qu'à manger à vous-même, vous allez bouffer quelques perdièmes. Mais moi je sais, si vous ne le savez pas, moi je sais que ce forum-là ne donnera de l'emploi à personne. Ça ne sera pas le premier. Donc, vous ne pouvez pas obtenir que quelqu'un vous accompagne s'il n'est pas convaincu qu'en vous accompagnant, vous allez avoir le résultat que vous lui promettez. Donc, pour vous accompagner, il faut qu'on vous sente sérieux, on voit ce que vous apportez, on voit comment ce que nous apportons en plus va créer quelque chose, on voit le résultat qui est visé, le résultat est attractif, et on sent que les conditions sont réunies pour qu'on l'atteigne. À ce moment, on peut commencer à voir comment rentrer dans la danse avec vous. L'autre chose, c'est qu'il faut toujours demander aux gens des choses qui leur sont faciles de donner. Si tu veux faire un événement, tu me demandes de donner de l'argent pour aller louer des chaises, louer de la sonorisation, communiquer, il y a moins de chances que je te le donne. Mais si tu me dis, monsieur Gdibi, tu as plein de chaises, tu as plein de sonorisation, tu as des moyens de communication, mets-les à ma disposition pour l'événement, c'est plus facile pour moi. Dans le fond, ça ne me coûte rien, même si ça vaut beaucoup. Si tu devais le payer, tu aurais payé. Mais comme je les ai, après tout, le mettre à ta disposition ne change rien pour moi. Je peux te mettre pour 1 million de matériel à disposition, mais si tu me demandes 1 million pour louer du matériel, ce n'est pas ce que je dirais oui. Il faut apprendre à demander aux gens ce qu'ils ont. Si dans un partenariat, vous avez besoin, par exemple, d'avoir de l'argent pour acheter de la provende, pour faire de l'élevage, ce n'est pas la peine d'aller voir une banque. Allez voir des vendeurs de provende. Si votre projet est vraiment bon, il est plus facile de vous mettre de la provende à disposition pendant 3 mois sans prendre de l'argent, en prenant peut-être plus que supposons que la provende devait coûter peut-être, je ne sais pas, 100 000 sur les 3 mois. Il est plus facile à un vendeur de provende de dire pendant 3 mois je te livre la provende, mais en échange, quand tu vas commencer à vendre tes œufs, je te prendrai 120 000 plutôt de 100 000. Celui qui a de la provende en stock, surtout s'il en produit, peut plus facilement vous donner de la provende à crédit que quelqu'un vous prêter 100 000 francs pour aller acheter de la provende. Donc quand vous voulez faire un partenariat, quand vous avez besoin de quelque chose pour un projet, allez demander à celui qui détient la chose, au lieu d'aller demander à quelqu'un de l'argent pour aller chercher la chose. C'est pas si vous me suivez. Vous voulez faire un événement, il vous faut des chaises, demandez le sponsoring des gens qui font des chaises. Il vous faut des photos, demandez le sponsoring des gens qui font de la photo. C'est-à-dire, allez là où les choses sont. N'allez pas chercher l'argent pour faire les choses. Parce qu'il est plus facile à quelqu'un qui a quelque chose de vous le donner qu'à quelqu'un qui a l'argent de vous le donner. Ça dépend. Il y a différentes sortes de projets. Il faut savoir que votre projet, généralement, n'est qu'une idée. Et il y a différentes sortes d'idées. Il y a des idées, comment je dirais, elles ne sont pas extraordinaires, il fallait juste y penser. Quand vous présentez une idée à quelqu'un, il faut d'abord qu'après avoir réfléchi, il ait l'impression que c'est une idée qui peut rapporter gros. Première chose. Plus votre idée permet de rapporter gros pour vous et pour lui, plus ça l'intéresse. Si ça permet de rapporter pas gros, ça ne l'intéresse pas. Mais attention, la notion de gros est relative. Quand nous sommes jeunes, par exemple, nous pouvons avoir un projet qui permet de rapporter 50 000 après l'événement ou peut-être 200 000 après l'événement. Pour nous, c'est beaucoup. Mais quand nous allons voir un partenaire qui est millionnaire, qui est milliardaire,
Même si notre projet réussit, ce que ça rapporte pour lui, ce n'est même pas de l'argent de poche. Donc, vous sentez que c'est quand même rentable, bien on va y aller. Mais pour lui, même si vous lui donnez tous les profits de l'événement, il n'y a pas encore de quoi se fatiguer. Donc, la notion d'intérêt est relative, première chose. Deuxième chose, admettons même que ce soit intéressant. Et c'est là aussi où convaincre un partenaire, c'est d'être capable de lui dire concrètement en quoi c'est rentable pour lui. Pour un partenaire, ça peut être d'avoir de l'argent. Pour un autre, ça peut être d'avoir, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui fait des choses pour les jeunes. Il a beaucoup de jeunes avec lesquels il peut communiquer. Il faut voir un peu dans la position du gars, qu'est-ce qui dans votre événement ou dans votre projet est intéressant pour lui. Ce n'est pas toujours l'argent. Ça peut être d'avoir du monde réuni, ça peut être de faire parler de lui. Si c'est un homme politique, ça peut être de donner l'impression qu'il fait quelque chose pour la localité. C'est-à-dire, il faut trouver en quoi, sincèrement, si vous étiez à sa place, votre projet lui est utile. Et parfois, les utilités que ça a pour lui ne sont rien pour vous. Bon, c'est un candidat aux élections municipales, il veut montrer qu'il travaille pour la municipalité. Vous lui permettez de venir parler là, vous dites que c'est un parrain. Pour vous, ça ne change rien. Pour lui, il a l'impression que ça lui fait gagner l'élection. C'est parfois à ce niveau-là l'utilité que les gens ont. Maintenant, je disais que quel que soit le potentiel d'intérêt que votre idée représente pour les gens, l'autre question c'est de savoir, est-ce qu'il a besoin de vous une fois que vous lui avez présenté le projet pour le faire? Beaucoup de gens présentent à des partenaires des idées qui sont bien, qui ont le mérite que c'est eux qui le disent aux partenaires pour la première fois. Mais à part ça, rien n'oblige le partenaire à le faire avec eux. Parce que, à bien y penser, c'est très facile de le faire. Dès qu'on sait que c'est faisable, c'est très facile de le faire. Une idée comme ça, c'est très difficile de monter un partenariat dessus. Il y a des idées qui sont telles que le gars voit que c'est intéressant et il voit bien qu'il lui est difficile de le faire sans vous. Là, vous avez des chances de faire un partenariat avec lui. Mais si votre idée est géniale, mais est accessible à beaucoup d'autres personnes, il peut se dire, mais pourquoi je vais faire ça avec ce petit-là au lieu de le faire par mon entreprise? Après tout, qu'est-ce que ça prend que je n'ai pas? Vous avez l'idée, mais vous n'avez rien de ce qu'il faut pour faire ça. Lui n'avait pas l'idée, mais il a tout ce qu'il faut. Vous avez l'idée, demain matin, lui peut avoir fait ça. Vous ne pouvez pas négocier un partenariat avec quelqu'un quand vous n'avez rien qui lui est indispensable pour faire ce que vous lui avez dit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça arrive souvent qu'on met sur la table des idées, mais dans le fond, à part d'y penser, on n'a rien. La preuve, les gens ne nous consultent pas, ils font ce qu'on a proposé. Il ne faut même pas leur en vouloir, ça veut dire que ce n'était pas notre idée. S'il suffit que quelqu'un vous entende pour faire ce que vous avez dit, ça veut dire que vous n'aviez rien, à part le mérite peut-être de le lui dire. Mais il y a des idées où vous pouvez le dire aux gens, ils ne peuvent pas bouger sans vous, parce qu'il y a quelque chose que vous avez sans lequel on ne peut pas bouger. C'est dans ces cas-là qu'on peut commencer à négocier un partenariat. Peut-être qu'il faut être sur le terrain, peut-être qu'il faut faire des choses que lui n'a pas le temps de faire, qu'il ne pourra jamais faire, peut-être qu'il faut maîtriser les étudiants, lui ne maîtrise pas les étudiants. S'il n'y a pas quelque chose dans le projet ou quelque chose pour le succès du projet qui est tel que vous lui êtes indispensable, il va vous contourner. Ou alors parfois il y a des choses, mais si vous ne lui montrez pas bien que pour telle raison il ne peut pas vous contourner sans sortir, il va vous contourner, il peut échouer, mais vous aurez d'abord contourné. Et c'est là où en tant que négociateur, en lui présentant l'idée, vous devez déjà lui dire en quoi il n'a même pas intérêt à vous contourner, parce que pour ce petit détail-là, vous maîtrisez le campus, il ne peut pas par exemple arriver, mobiliser du monde. Si vous dites non, personne ne viendra. Ce détail-là peut suffire à ce qu'il se dise, bon, c'est vrai, après tout, je n'ai pas besoin de me travailler avec eux à cause de ça. Mais si quand le gars réfléchit, il ne voit pas en quoi vous êtes indispensable pour lui, il va vous laisser, il va vous contourner. C'est ce que je disais hier, il faut un minimum de rapport de force pour parler de négociation. S'il n'y a pas d'avoir donné une idée, il n'y a rien par lequel vous le tenez, il n'y a pas de raison qu'il négocie avec vous. Il vous entendra et il fera ce qu'il a à faire. D'autres questions? Est-ce qu'il est important de tout connaître sur celui avec qui on négocie? Il n'est pas indispensable de tout connaître, mais il est évident que plus vous en savez, mieux c'est. Parce que plus vous savez, vous avez d'informations sur quelque chose, plus vous pouvez manœuvrer la chose. Et donc, aucune information n'est jamais de trop quand vous négociez. Comme quand vous vendez, tout ce que vous savez sur le produit, tout ce que vous savez sur le client, peut vous être d'une grande utilité dans la vente. Ça, c'est certain. Mais on n'a pas besoin de connaître tout sur la vie de quelqu'un pour lui vendre ou pour négocier avec lui. Mais tout ce qu'on sait peut être très utile. Et donc, mieux vous en savez, mieux c'est. Quand vous connaissez quelqu'un, vous savez comment il fonctionne. Vous savez qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Vous savez comment il réagit. Vous savez à quelle heure lui parler. Il y a des gens, si vous leur parlez entre midi et 15h, vous n'avez jamais rien à voir d'eux. Il y a des gens, il faut les prendre très tôt le matin. Il y a des gens, si c'est à 19h, il a déjà géré tous les problèmes toute la journée. Vous arrivez, il est de mauvaise humeur, il ne vous dira rien de bon. Il y a des gens, c'est quand il va sur son champ samedi matin, qu'il est de bonne humeur. Si par hasard tu es sur son champ avec lui, tu vas avoir tout ce que tu veux. Mais si tu viens lundi, par exemple, si vous êtes en affaires, n'appelez jamais client lundi matin. Lundi matin, tous les problèmes que les gens guettent, le week-end, les gens font le point de ce qu'il leur faut. Je vais l'appeler demain, je vais l'appeler demain. Lundi matin, tout patron se voit tomber dessus, plein de problèmes. On dirait même que les gens se donnent rendez-vous sur lundi pour vous harceler. Donc, tous les patrons sont de mauvaise humeur lundi matin. Tu ne peux jamais appeler un patron un lundi matin et il va être de bonne humeur pour traiter ton problème. Il ne traite les lundis matins et les lundis dans la journée en général que des questions d'urgence qui se sont accumulées dans le week-end. Donc, ces petits détails sont importants. Tout ce que vous savez sur les gens peut être utile quand vous devez négocier avec eux. Moi, ma règle a toujours été la suivante. Si quelque chose vous appartient, on ne peut pas vous le prendre sans votre avis.
Tout ce qu'on peut vous prendre sans votre avis, c'est que ça ne vous appartient pas. En termes d'idées, si parce que quelqu'un vous a écouté, sans vous, il peut en un tour de main faire ce que vous lui avez dit, ça veut dire que vous n'aviez aucun mérite. Parce qu'il y a quelque chose aussi, nous sommes souvent dans le piège de l'orgueil. Vous avez une idée, vous croyez que vous êtes le seul à l'avoir. Moi, je ne veux pas savoir combien de jeunes viennent me voir dans le bureau. Ah, monsieur Kidibi, j'ai une grande idée pour vous. Nous allons faire telle chose. Nous allons informatiser telle chose. Mais c'est des choses que je pense depuis 10 ans. Je n'ai peut-être pas eu le temps de les mettre en œuvre. Mais c'est des choses que je pense. Il y a des choses, il y a des idées. Vous savez, quand on est jeune, on a des idées et on pense qu'on est le premier à les avoir. Mais ce n'est pas vrai que toutes nos idées n'ont jamais été pensées. Vous pouvez aller dans une entreprise où il y a des choses auxquelles ils pensent depuis longtemps, mais ils sont toujours négligées. Vous venez et à vous écouter, des coups, mais tiens, c'est vrai qu'on néglige telle chose, il est temps de le faire. Vous sortez le fond. Vous avez peut-être le mérite de les avoir réveillés. Mais vous ne leur avez rien annoncé de nouveau. Je ne sais pas ce que je veux dire. Et ce n'est pas toujours vrai que quand nous disons que nous avons donné une idée, on nous a dribblé pour le faire, c'est vrai. Parfois, nous avons donné des idées qui sont des idées naturelles pour quelqu'un qui est dans le secteur. Mais nous venons simplement peut-être réveiller l'intérêt des gens sur le sujet. Et moi, je dis, tout ce que Dieu fait, bon, si quelque chose est pour vous, ce sera pour vous. Vous donnez une idée. Les gens arrivent à vous contourner pour le faire. C'est que ce n'était pas votre idée. Oubliez ça, passez à autre chose. Dans tous les cas, vous voulez faire quoi? Comme je dis dans la vie, ça ne sert à rien de faire le malin quand on sait qu'on ne peut pas se fâcher et faire quelque chose. Et pourquoi vous voulez vous stresser pour rien? Le gars fait. Il a les moyens de le faire. Tu n'as pas de brevet pour ça. Bon, maintenant, selon vous, quelles sont les possibilités à part de laisser tomber de ne pas faire autre chose? Mais moi, ça m'est arrivé dans l'immobilier. J'ai découvert dans une région de notre pays un excellent domaine, situé quasiment au bord de goudron, à un prix extraordinairement bas. Je connaissais un gros client qui est milliardaire et je savais que par rapport à ses moyens et au prix de la zone, je pouvais quasiment faire 100% de profit en lui proposant le domaine. Comme je n'avais pas l'argent pour acheter le domaine, je le lui ai proposé, en sachant que s'il donne son OK, je ferai un jeu d'écriture, je pourrais acheter à un certain prix, le logement à tel autre prix. Et ça marche souvent. Mais j'ai eu la malchance, pendant que je faisais ça, il se fait que quand il a été visiter le domaine, il a vu que c'était intéressant, il m'a contourné, il s'est renseigné, un milliardaire, qu'est-ce qu'il peut ne pas avoir s'il veut? Il s'est renseigné rapidement, il a découvert le propriétaire, et il a acheté dans mon dos. Et plus cher que j'étais prêt à payer au propriétaire. Vous croyez que je vais m'énerver? Ça me sert à quoi? Si je m'énerve maintenant, je vais lui faire quoi? Je vais lui faire quoi? Rien. Je vais me stresser pour rien, me gaspiller mes émotions pour rien, et perdre la communion avec le Saint-Esprit, pourquoi? Tout ce que Dieu fait est bon, rien ne vous arrive si Dieu ne le permet pas. Il vous a dribblé. Si Dieu a permis qu'il vous le dribble, c'est que ça devait arriver. Vous en tirez la leçon, vous continuez votre chemin. Sinon, vous allez faire quoi? Vous allez le frapper? Ou bien vous allez l'empêcher d'acheter parce que vous lui avez pas. Vous allez faire quoi? Je vais vous donner un autre exemple. Nous avons une cliente. Frédéric l'a amenée sur un domaine. L'a convaincue d'acheter. Au moment de vouloir acheter, elle se rend compte que notre fournisseur, donc le propriétaire du terrain, vient souvent dans sa banque. Ce n'est même pas son client particulier. Elle passe dans notre doigt, elle contacte les gens, elle manipule les gens et elle achète directement chez eux. Comme nous savions, nous avons déjà senti que c'était une dame qui faisait des doubles jeux. Nous avions déjà prévenu les gens que nous l'avons amené sur le terrain. Elle semble les connaître, mais attention, c'est notre client. Elle est passée derrière nous, elle a acheté directement avec eux. On ne le savait même pas. C'est les gens eux-mêmes qui nous disent, ah, à propos de M. Gibi, la dame est venue acheter. Hein. Écoute, quelqu'un a besoin d'argent, quelqu'un va le voir, dit, il veut payer. Les affaires, c'est les affaires, va dire non, va voir M. Gibi. Ils ont vendu. Quand ils m'ont dit ça, normalement, je devais avoir 1,5 million de commission. Voilà, ta cliente a dribblé. Comment je lui ai dit, c'est ma cliente, c'est ta cliente. Où tu étais quand elle est venue nous voir? Si c'est ta cliente, tu dois la maîtriser. C'est ta cliente, elle t'a dribblé, elle veut nous voir. Est-ce que dans ces conditions, je peux commencer à faire ma pour dire, vous me devez ma commission? Non. Il dit, on fait comment? Je dis, vous faites comme vous voulez. Ma cliente a été malhonnête. Donc, si vous décidez de me redonner, je ne peux rien faire. Mais comme vous savez que c'est ma cliente, faites ce que vous voulez. Ils nous ont finalement donné dessus 300 000. Et je ne suis même pas énervé parce que dans ma tête, je dis, elle nous a dribblé. On aurait pu ne rien avoir. Le gars te donne 100 francs. Tu es obligé de dire merci. Tu veux faire quoi? Tu apprends que la prochaine fois, tu dois prendre tes dispositions pour rendre ce cas-là impossible. Mais tu veux faire quoi d'autre? Le gars, il a le droit de vendre son terrain à qui veut. Donc, ce n'est pas la peine de gaspiller vos émotions à chercher quoi faire quand vous n'avez rien à faire. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Vous en tirez des leçons, c'est tout. Et moi, je crois que dans la vie, ne tombez pas non plus dans le piège. Je connais aussi des gens qui sont tombés dans le piège. C'est quoi? C'est qu'à un moment, ils ont tellement peur de se faire voler leurs idées qu'ils ne font plus rien. Si vous voulez agir et que vous avez trop le souci de verrouiller, de protéger et d'empêcher que les gens voient, en réalité, vous ne faites plus rien. C'est comme si vous êtes au marché, vous avez tellement peur que les concurrents voient ce que vous allez vendre, que vous mettez des bâches pour couvrir votre étalage. Bon, personne ne verra ce que vous vendez pour vous imiter, mais aucun client ne viendra acheter parce que personne ne vient acheter la bâche. Je ne sais pas ce que je veux dire. Beaucoup de gens sont tombés dans le piège d'avoir tellement peur qu'on les vole qu'ils finissent par cacher la marchandise et puis personne ne peut rien en faire. Moi, j'ai une devise et j'ai découvert après que c'était biblique avec Isaac. Dans la Bible, vous allez voir qu'à un moment, Isaac creusait des puits. Les gens qui ne l'aimaient pas pour lui faire mal
Quand il creuse un puits, les gens viennent, ils bouchent le puits. Mais Isaac n'a pas pleuré. Qu'est-ce qu'Isaac a fait? Isaac a redoublé d'ardeur. Et la Bible dit que le rythme auquel Isaac construisait le puits était tel que pendant qu'il bouchait un puits, Isaac en avait construit 3. Quelqu'un fait 2 puits, vous êtes en train de boucher le premier, il en a construit 4. Vous bouchez le deuxième, il en a déjà construit 10. Ah, moi, vous-même, vous fatiguez. La seule manière de battre la concurrence, c'est d'aller tellement vite qu'elle se décourage et espère vous suivre. Et c'est pour ça que l'un des grands secrets en marketing, c'est l'innovation. Quand je fais quelque chose, le concurrent regarde pour comprendre. Le temps qu'il a compris, je fais une deuxième chose. Il n'a pas fini de mettre en application le premier, commence à regarder le deuxième, je lance une troisième. Quand vous faites ça, le concurrent a le vertige. Il se dit, bon, ce gars-là va me le laisser. Le seul secret pour écraser la concurrence qui va vous voler, c'est d'aller à un rythme tel qu'elle se dit, bon, il va me laisser, celui-là va trop vite. Cherchons quelqu'un qui va un peu moins vite à suivre. Ça veut dire quoi? Moi, le nombre d'idées que Dieu me donne, même si je dois avoir 1000 ans, je ne peux jamais le mettre en application. Vous volez une de mes idées, il m'en reste 10 000. Et en tant que chrétien, j'en suis même venu au point où, à la limite, je suis parfois heureux si quelqu'un vole une de mes idées, il la met en application. Moi, aujourd'hui, maintenant, quand je vois quelqu'un qui est en train de faire quelque chose que j'aurais eu envie de faire, je l'aide. Au moins, j'ai la satisfaction morale d'avoir vu un de mes rêves se réaliser. On n'est pas obligé de faire tout ce qu'on pense. Il y a des rêves que Dieu ne vous donne pas pour les mettre en application, mais juste peut-être pour contribuer à ce qu'ils sont mis en application. Donc, si vous êtes vraiment en connaissance avec Dieu, les idées, ce n'est pas ça qui manque. Et personne n'a payé pour avoir des idées. On veut de vos idées pour passer à notre idée. Moi, franchement, avant de créer des problèmes en volant mes idées, il va falloir être très très fort, hein, parce que au rythme où ça arrive, il faudra se réveiller tôt. Non, ne vous stressez pas pour ça. Parce que si vous avez trop peur d'être volé en idée, finalement, vous ne ferez plus rien. Vous allez avoir peur de tout le monde, vous ne pourrez plus vous allier à personne, et ce n'est pas bon non plus. Qu'est-ce qui peut rendre une négociation difficile? Bon, une mauvaise préparation, un mauvais environnement, un mauvais lieu, un mauvais timing, une pression anormale. C'est-à-dire que si, par exemple, vous devez négocier quelque chose et que vous avez une pression pour trouver rapidement un accord, cela peut rendre la négociation difficile. Si vous n'avez pas les bonnes informations, ou si vous avez de mauvaises informations, cela peut rendre la négociation difficile. Si vous négociez avec quelqu'un qui n'est pas le décideur final, vous négociez avec lui et lui doit aller rendre compte à quelqu'un, ça rend la négociation difficile. Si vous avez trop envie d'acheter quelque chose et que la personne sait que vous ne pouvez pas vous fâcher et laisser tomber la chose, cela rend vos négociations très très difficiles. Quand il n'y a pas beaucoup de possibilités alternatives, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous fâcher de laisser trouver la chose, ou alors le prix qu'il va vous falloir débourser pour trouver la même chose est trop élevé. Plus vos marges de manœuvre pour contourner une possibilité sont minces, plus vous êtes difficile de négocier. Quand celui avec qui vous négociez n'est pas pressé, il n'a pas faim, il signe, c'est bon, les négociations sont difficiles pour vous. Quoi encore? Si vous avez faim et que c'est avec le produit de cette vente-là que vous allez manger le soir, c'est évident que les négociations sont plus difficiles pour vous que celui qui peut se dire, bon, il achète, pas, on verra. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, les conditions de chaque partie peuvent contribuer à rendre la négociation difficile. Parfois aussi, l'une des choses qui rend les négociations difficiles, c'est quand vous venez par exemple pour négocier, moi ça m'est déjà arrivé, vous avez en face de vous 12 personnes. Vous êtes seul, vous avez en face de vous 12 personnes. Je ne sais plus dans quelle institution je suis parti, je suis arrivé seul et je vois il y avait une dizaine de directeurs. Et l'un d'entre eux m'a dit, monsieur Kidibi, je suis désolé, apparemment vous êtes seul, vous n'êtes pas inquiet. Je dis de quoi? Parce qu'effectivement, écoutez, dans une négociation c'est quoi? On réfléchit. Donc, là où votre cerveau tourne, il y a 12 cerveaux qui tournent. Pendant que vous parlez, chacun est en train d'analyser. À un moment, vous recevez des slaves de partout. Si le Saint-Esprit n'est pas avec vous, qui que vous soyez, ce n'est pas évident de jouer seul contre 12. Donc, l'une des choses qui rendent les négociations difficiles, c'est aussi le déséquilibre des forces. Vous êtes seul ou 2 contre 10. Ou les autres ont eu des documents qu'ils ont lus, se sont préparés, vous n'avez rien. Ce genre de choses peuvent compliquer les négociations. Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde. Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie. Christ est la solution. Décharge-toi sur lui. Le Club Jésus pour réussir est situé à Saint-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jésus